J'entends plein de gens dire « ils sont incompétents, ils sont incapables, etc. Oui. Non, ils ne sont pas du tout incompétents. La question de la compétence ne se pose pas, en tout cas pas comme nous, population, nous l'entendons. La compétence consisterait à prendre les problèmes qui se posent et à trouver des solutions. Ce n'est pas du tout leur problème. Leur question à eux, c'est trouver les problèmes qu'ils se posent ou inventer de nouveaux problèmes de manière à nous mener au type de société vers laquelle ils veulent aller. Il est probable, oui, que le pouvoir politique, actuellement en tout cas, essaie de nous rendre différents. Il essaie surtout probablement de nous mener là où il a envie ou besoin de nous mener, et non pas nécessairement là où il serait bon que nous puissions aller. Quand on lit votre livre « Gouvernance perverse », ça parle de narcissisme, ça parle de corruption, ça parle finalement de perte de qui nous sommes presque et de comment le pouvoir se diffuse, comment les valeurs du pouvoir se diffusent sur le reste de la société. Oui, alors ça parle surtout, avant tout, de la perversion qui s'est malheureusement beaucoup développée dans notre société et qui maintenant est vraiment, de mon point de vue, le mode de fonctionnement de notre gouvernance au niveau politique, mais qu'on a déjà vu s'infuser, si j'ose dire, dans la société depuis facilement 30 ou 40 années, et notamment dans les relations personnelles, dans les relations professionnelles, au niveau des entreprises, des institutions. Moi qui ai l'âge d'avoir un peu ce genre de recul, j'ai vu quand même très progressivement des actions perverses, la mentalité perverse se mettre en place, et avec ce que j'appelle malheureusement la contagion perverse, c'est-à-dire une certaine tendance à se répandre et à prendre toute la place. De même que d'ailleurs, à une autre époque, à d'autres époques, la vertu pouvait créer de la vertu. Malheureusement, le contraire, ça marche aussi. Les grands principes de la perversion, c'est en général d'avoir des objectifs qui ne sont pas déclarés, et qui sont des objectifs qui ne sont pas bons pour les personnes pour lesquelles vous les avez, qui ne sont pas officiels, qui ont tendance à faire du mal, et qui, d'ailleurs, il y a une jouissance dans la perversion, il y a un plaisir à faire du mal, il y a une jouissance à faire du mal, mais surtout, il y a la personne perverse ou le système pervers à avoir tendance, effectivement, à déclarer que nous allons dans un certain objectif, et finalement à viser l'objectif contraire. On a des exemples extrêmement récents sur lesquels on va peut-être revenir. Cette fameuse soi-disant loi d'aide à mourir. Alors déjà, ce qui est déjà pervers, c'est l'emploi du vocabulaire, puisque quand vous dites à quelqu'un que vous allez l'aider à mourir, bon, je pense que tous les Français sont intéressés de se dire que quand ils arriveront à cette échéance de leur vie, on pourra peut-être les aider à abréger des souffrances, à trouver des solutions. Ils seront accompagnés. Ils seront accompagnés, et là, je pense que, et vous et moi aussi, on serait tout à fait d'accord avec cette logique-là. Or, quand vous regardez de près ce que le texte prévoit, ça n'est pas du tout ce qu'il prévoit. Ce qu'il prévoit, ça n'est pas une aide à mourir en fin de vie pour des gens qui n'ont pas d'autre solution et qui sont dans de grandes souffrances. Ce qu'il prévoit, c'est une facilité à mourir pour des gens qui sont certes atteints d'une maladie ou d'un handicap quelconque, mais qui ont peut-être plusieurs années de vie devant eux. Certains pays, je crois qu'en France, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais où effectivement on va inciter même certains qui vivent des dépressions graves à pouvoir être aidés dans la mort. Oui, là, c'est horrible, parce que c'est notre impuissance, c'est-à-dire que l'État est impuissant pour nous protéger psychologiquement, et donc du coup, aller vers l'euthanasie. Bien sûr. Et des sujets comme ça, en fait, là, vous êtes allé sur ce sujet-là, mais en fait, on peut aller sur tout type de domaine de société. Plein de sujets actuellement où on présente systématiquement les choses d'une manière avantageuse et qu'on poursuit en fait en réalité de tout autre but, et en plus les choses ne seront pas du tout avantageuses. Alors on a tout un dossier énorme là-dessus avec ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut nommer l'escrologie. Alors justement, c'est un sujet intéressant parce qu'avant l'escrologie, c'est-à-dire ça veut dire l'escroquerie écologique. Ouais. Et pour vous dire l'escroquerie écologique, donc quelqu'un comme Aldo Stéron que j'apprécie a fait un très bon bouquin là-dessus. Il appelle ça l'escrologie et il donne enfin pas tous, mais un grand nombre de sujets sur lesquels on nous présente les choses comme étant une nécessité écologique et en fait, quelquefois, la réalité est tout à fait contraire à ce qu'on nous présente. On nous dit acheter une voiture électrique, mais en même temps, on va détruire les
des composants comme l'extraction de cobalt et de coltan, de lithium, vont détruire des territoires naturels entiers. Des territoires naturels. On sait en plus que les batteries au lithium, visiblement, sont dangereuses. On a aujourd'hui des incendies. L'esclavage des petits-enfants. L'esclavage des enfants qui exploitent ces mines. Enfin, voilà, on nous dit c'est formidable, il faut absolument faire ça, c'est bon pour la planète. Et puis on est en train de se rendre compte que non, ça n'est absolument pas ça. Il y a d'énormes inconvénients. Alors, toute la question pourrait se dire, mais je reviens un instant sur l'escrologie parce que je partais un peu sur autre chose, pour vous dire comme c'est intéressant parce que ça part des mots. Je me suis dit avant de venir vous rejoindre, tiens, je vais regarder si on a une définition sur Internet de l'escrologie. Ou est-ce que c'est peut-être un néologisme qui a été créé par un complotiste, hein par exemple. Alors, je regarde l'escrologie avant de venir et qu'est-ce que je trouve comme définition, et ça c'est excellent. Je trouve terme employé pour définir l'écologie par les gens qui s'y opposent. Fascinant. Et cette définition... C'est sur... Où est-ce que vous êtes ? J'ai trouvé ça doit être Wiki, Larousse ou un truc de ce genre. Mais j'ai regardé plusieurs origines différentes et je suis tombé sur la même définition. Probablement ont-ils la même source. Cette définition est fausse et fallacieuse. Pourquoi elle est fausse ? Parce qu'elle a l'air de dire que les gens qui dénoncent une certaine forme d'escrologie sont contre l'écologie. Contre la nature, contre c'est absolument faux. Oui. Ce que dénoncent ces personnes qui parlent d'escrologie, c'est cette écologie parfaitement fausse et perverse qu'on nous brandit et qui est effectivement une escroquerie, puisqu'elle est fausse. Les problèmes ne sont pas là où on nous montre qu'ils sont. Donc vous voyez que déjà dans la définition du mot, je ne sais pas qui a trouvé cette définition, mais je ne pense pas qu'elle soit arrivée comme ça par hasard. Je pense que personne, et notamment moi, parlant d'escrologie ou dénonçant le fait qu'on utilise parfois faussement, par exemple la question du carbone, la question du réchauffement climatique, tout ça porte énormément à caution et à réflexion. Et quand on dénonce ça en disant il y a une escroquerie autour de ces sujets qui permettent à des gouvernants, à des puissances que nous ne connaissons pas toutes mais que nous devinons, d'avancer un certain agenda qui les intéresse, eh bien on nous répond « Ah mais ce sont des gens qui sont contre l'écologie ». Ce qui est un amalgame totalement manipulatoire. Non, nous ne sommes pas, ni moi, ni les gens qui parlent d'escrologie, ne sont pas dans leur majorité, peut-être on pourrait en trouver, bien sûr, mais dans leur majorité, ce ne sont pas des gens qui sont contre l'écologie. Au contraire, ce sont des gens qui voudraient une véritable écologie, là où il y a vraiment besoin, et non pas monter des escroqueries, en fait, parce que ce sont vraiment ça. Ils ont besoin de manipuler le langage et le discours pour effectivement mettre aussi du brouillard dans nos discussions de société. Et ça commence par le langage, et ça commence par des définitions qu'on nous donne, et ça commence par de la propagande aussi, hein, les choses sur lesquelles on nous fait de la propagande en disant que c'est la science, hein, ça c'est ce qu'on a beaucoup vu pendant le Covid, la science a dit que, mais quelle science a dit que ? La science autorisée, celle qu'on a accepté de faire venir sur les plateaux, pendant que plein d'autres scientifiques disaient le contraire. Hein, ils disaient non, c'est pas du tout comme ça, attention, il faut pas faire comme ci, ou il faut se méfier de cela, et ces gens-là, on ne les invitait pas, on n'avait pas le droit de douter. De certaines choses. Donc, quelle science nous dit qu'il y a un problème de carbone dans notre société ? Quelle science ? Quand vous écoutez, vous lisez François Gervais, qui est quand même un des grands experts sur ce domaine, il vous dit absolument le contraire. Le carbone n'est pas un problème, visiblement, sur le plan de l'écologie. Il y a d'autres problèmes. On utilise un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes de propagande, et la question qu'il faut absolument que les gens se posent à chaque fois, c'est « ça sert qui ?» Il y a quoi derrière ? Quels sont les intérêts qui vont se manifester, particulièrement les intérêts financiers ? Comment va-t-on faire de l'argent, par exemple, en dénonçant tel ou tel problème ? Et ça, c'est utile à qui ? Les voitures électriques qui vont ruiner l'Europe, ça sert qui, à part la Chine ? Alors, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Que les Chinois sont derrière et que les Chinois sont en train d'arroser copieusement de prébendes et par toutes les corruptions possibles nos dirigeants européens pour qu'ils ils envahissent le marché européen avec leurs voitures. Est-ce que c'est ça qu'il faut penser ? Vous avez un journaliste qui s'appelle Jean Robin qui développe des thèses de ce genre en disant qu'il y a belle lurette que les gouvernants français et européens en général sont en partie au moins approchés par la Chine et servent les intérêts chinois. La question se pose. Ça ou d'autres intérêts
bien entendu. Mais en fait, j'aimerais qu'on m'explique à quoi sert l'électrique aujourd'hui, à quoi sert ce type de projet. À part à ruiner effectivement l'industrie européenne de l'automobile qui était une des plus vaillantes et de mettre bien entendu des milliers, voire des centaines de milliers de gens au chômage avec ça. Donc la question vraiment, j'ai écrit ce livre pour que les gens se posent des questions bien sûr, pas pour y répondre car je n'ai bien entendu moi non plus pas les réponses, mais je voudrais dire aux gens, méfiez-vous de ce discours tout fait, de ce discours pré-produit qu'on a énormément vu pendant le Covid, et demandez-vous à chaque fois quel intérêt cela sert. C'est aujourd'hui, on en est sur 50 ans de psychopathes au pouvoir, vous ne me l'avez pas dit comme ça, mais on en est sur 50 ans de politiciens qui manquent d'empathie, qui ne respectent pas leurs promesses. Comment on continue à les croire? Comment on continue? On voit que même si on n'est pas dans le cabinet de recrutement avec eux, on voit très bien les profils qu'ils recrutent finalement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque vous vous inscrivez comme Paul-Antoine Martin là-dessus, qui dit que les dirigeants, quels qu'ils soient, parce qu'il y a même les dirigeants qu'on ne voit pas, les dirigeants de l'ombre, c'est une caste qui se protège entre elles. Bien Il sûr, en parler pour les hauts fonctionnaires. C'est bien sûr pour vous, mais il y a encore une grande partie de la population qui n'arrive pas à le voir et qui croit que les Français, c'est aussi les dirigeants français qui... Non, ce sont une caste qui se bat pour une caste. Il faut bien reconnaître que l'ampleur considérable de la malveillance des gouvernances actuelles, c'est quand même très difficile à admettre. Moi, quand je l'ai découverte pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Je me suis dit au départ, c'est exagéré, c'est bon. Et il a fallu vraiment que je fasse tout un travail de recherche, d'écoute, de renseignement, etc., pour me rendre compte qu'à un moment donné, toutes mes interrogations et tous mes doutes se reliaient avec un certain nombre d'hypothèses. Mais la malveillance, la perte totale du sens du bien commun par nos élites, c'est quelque chose qui est très difficile à admettre pour la population, parce que c'est monstrueusement dangereux. Et on l'a vu, et on va le voir encore. C'est énorme. Et les gens ont besoin de vivre en paix. Il y a une forme de déni, si vous voulez. Quand vous recevez une trop mauvaise nouvelle, nous on le sait très bien dans nos cabinets de psy, mais pas seulement, quand quelqu'un reçoit un diagnostic de maladie grave ou des choses de ce genre, on sait que la première réaction, très souvent, c'est le déni. Non mais c'est pas possible, on s'est trompé, etc., etc. C'est normal, il y a une protection qui se met en place. Après, quand vous avez le courage... Peu importe, quand on débat, il y aura forcément, même si on a raison, l'autre va forcément avoir un déni. Si on essaie de convaincre aujourd'hui des personnes qui n'ont rien vu pendant les années Covid depuis 2020 et qu'on essaie de revoir avec elles ces 5 années et ce qui s'est passé, ce que je fais en partie au début de mon livre, il faut savoir qu'il y aura nécessairement, pour la plupart des gens, une énorme résistance, ce qu'on appelle des résistances en psychologie. C'est-à-dire que votre conscient ne veut pas. Ça lutte à l'intérieur, vous ne voulez pas entendre. Donc, il y aura pas la faute de Patrick, l'oncle, qui ne comprend pas, c'est vraiment... Non, c'est son cerveau profond. Il se défend. Et c'est normal qu'il se défende. C'est pour ça que là aussi, une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, non seulement dans mon livre, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, c'est de dire il faut cesser de se juger les uns les autres. Les personnes qui ont pris certaines options pendant ces 5 ans, de refus de certains traitements, vous voyez ce que je veux dire, et de connaissance, de prise de conscience de certaines, ce qu'on est en train de dire, de certaines perversités de la gouvernance, il ne faut pas pour autant rejeter les personnes qui ont dû subir les traitements, qui ont dû subir toutes sortes d'ostracisation et de douleurs pendant ces 5 périodes. Ce sont juste des gens qui ont été traumatisés. Moi, mon livre démarre en disant « Nous avons tous été traumatisés ». La seule différence, c'est qu'il y a ceux qui s'en sont rendus compte, qui sont peut-être ceux qu'on nommerait aujourd'hui les dissidents, ou en tout cas les éveillés, je ne sais pas comment il faut les appeler. Pour moi, c'est juste des humanistes. Oui, ou des humanistes, bien sûr. Qui demandent un système cohérent et qui rejettent l'incohérence actuelle. Tout à fait, tout à fait. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, moi j'ai eu la chance de pouvoir éviter effectivement de rentrer dans certaines contraintes, mais tout le monde n'a pas eu cette chance, et donc il faut absolument être solidaires les uns des autres, et dépasser toutes ces divisions que les gouvernants essaient de créer, pour avoir un regard de plus en plus objectif sur ce qui se passe réellement. Il est probable qu'au départ de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y a des forces largement économiques, mais pas seulement.
Il y a aussi des sociétés secrètes, visiblement. Il y a des gens qui œuvrent relativement dans l'ombre depuis des décennies, voire parfois des siècles. Là-dessus, je parle un peu dans mon livre, mais surtout je renvoie aux travaux considérables de Pierre Hillard, de Valérie Bugeaud, de Marion Sigaud. Donc il y a des choses qui sont en gestation et en projet, notamment cette idée de gouvernement mondial. Elle est en gestation depuis des décennies. Après, de manière... C'est des propos forts, mais c'est prouvable. C'est documenté. C'est acquis dans l'histoire. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas... Est-ce que c'est juste un manque d'histoire ou est-ce que psychologiquement, il y a quelque chose qui fait que les gens rejettent cela? Déjà, on ne leur apprend pas ça du tout à l'école. Hein, oui, okay. Absolument ça, pas. Hein, on nous apprend... Oui. À l'école, moi je vois bien avec mon petit-fils ou autre, on nous apprend à l'école, c'était moins le cas dans ma génération, mais c'est de plus en plus le cas dans les générations qui suivent, une histoire qui est totalement soit fausse, soit extrêmement biaisée, limitée, sporadique. Enfin, on n'a que quelques éléments historiques. On ne nous apprend pas, bien entendu, l'histoire secrète. On pourrait dire l'histoire ésotérique, l'histoire de ce qui se passait en sous-main, et on nous présente une histoire, digérée, un digest que les populations peuvent accepter et qui conduit là encore les populations dans certaines pensées et pas dans d'autres. Donc il faut déjà aller voir l'histoire beaucoup plus intime du monde depuis quelques décennies pour comprendre qu'il y a des forces à l'œuvre qui vont dans le sens d'un gouvernement qui leur serait profitable, comme ça a toujours existé. Maintenant, on essaie de nous faire croire que non. Mais le pouvoir a toujours essayé de se maintenir en force. Depuis Machiavel, il a toujours essayé d'éliminer les contradictions et il a toujours essayé de réduire les populations également, surtout les populations considérées comme étrangères ou comme hostiles. Donc là-dessus, il n'y a vraiment rien de nouveau. Sauf que depuis visiblement quelques décennies, les choses se sont accélérées. Alors à l'occasion de l'histoire et de ce qui s'est passé, et notamment aussi des techniques qui se sont améliorées, la numérisation, l'Internet a permis effectivement de centraliser beaucoup d'informations, de centraliser beaucoup de pouvoir. Il y a eu la mondialisation, il y a eu la création des multinationales. On disait à l'époque, je m'en souviens très bien, on était dans les années 70 là, et on disait que les multinationales c'était dangereux, mais c'était pas encore la grande époque des multinationales. Mais quand ça s'est constitué, il y a plein de voix qui se sont élevés en disant attention, ces sociétés risquent de devenir plus puissantes que les États. On y est. On a aujourd'hui des pouvoirs économiques, des milliardaires, des sociétés multinationales qui sont donc dirigées par soit des personnes, soit des sociétés plus ou moins cachées comme BlackRock ou autres. Et aujourd'hui, on y est. Ces sociétés sont plus puissantes que les États. À mon avis, il y a des forces malheureusement humaines, des forces peut-être même parfois spirituelles, pas positives, mais plutôt négatives. En tout cas, le mal existe en fait. Hein. Le mal a toujours existé, le mal existe encore, et je ne suis pas sûr qu'à certains moments, il ne soit pas plus puissant ou il ne traverse pas les modes d'organisation quels qu'ils soient. Donc, qu'est-ce qui s'oppose au mal? Eh bien, on pourrait dire que c'est le bien, mais c'est pas tout à fait. À mon avis, c'est surtout la conscience. L'étape pour s'opposer au mal, c'est la conscience, avec un grand C. Hein, ça nous emmène un peu loin, mais on y reviendra si vous voulez. Donc, je reviens sur ce qu'on appelle la ponérologie, c'est-à-dire la naissance du mal dans une société. Il y a bien sûr ces forces qui sont au travail depuis des décennies, probablement, voire des siècles. Ensuite, il y a des techniques et des moments de l'histoire qui leur sont favorables pour avancer leurs pions et aller plus avant dans cette idée de contenir, de contrôler les peuples et de les réduire. Et puis, à partir de ce moment-là, quand on a, par exemple, là où nous en sommes aujourd'hui, un monde politique qui est totalement soumis aux puissances économiques, là, on a bien compris qu'on n'a plus qu'un seul intérêt sur cette terre, et particulièrement en Occident, c'est les intérêts économiques. Quels sont les intérêts économiques qui sont servis par telle ou telle loi, par telle ou telle orientation de loi ou même morale ou spirituelle? De quoi nous parle-t-on et qu'est-ce que ça va rapporter et à qui? Malheureusement, nous en sommes là. C'est-à-dire que nous sommes dans un matérialisme sur le plan philosophique, un matérialisme relativiste qui a pour intérêt d'exclure l'humain, d'aller bien sûr vers le transhumain. Bon, le transhumain qui est un infra-humain, qui n'a plus rien d'humain.
Ce qu'ils appellent transhumanisme, c'est un infra-humanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humanité. Le mariage de la puce avec votre cerveau, qui c'est qui va gagner? Là, c'est la puce. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne pour penser la puce une fois que vous l'aurez dans le cerveau. Donc il est bien évident que le transhumanisme, un certain transhumanisme, parce qu'on pourrait bien entendu utiliser des puces comme on peut utiliser l'IA, tout ça ce sont des outils et les outils sont faits pour être utilisés normalement de manière humaine dans l'intérêt des êtres humains. Mais là c'est intéressant que vous parlez de la puce, mais le smartphone ou Google ont déjà, avant l'IA, remplacé l'humain dans sa propre humanité. Bien sûr. Divisant les rapports sociaux, en nous incitant à ne plus réfléchir et en allant sur le navigateur de recherche. Oui, tout à fait. Ils ont déjà modifié l'homme. Par exemple, beaucoup de gens n'ont pratiquement plus aucun sens de l'orientation parce qu'on est tellement habitué à mettre le GPS même pour aller à la boulangerie du coin. Enfin, j'exagère un peu, bien sûr, mais c'est vrai qu'on... d'être humain augmenté. Oui, on nous parle. Alors, ça c'est typique de la perversion, c'est-à-dire quand on vous parle d'être humain augmenté, il faut entendre être humain diminué. En fait, quand on écoute un pervers, il faut savoir que quand on écoute un pervers, il faut tout retourner. C'est à peu près ça. Je ne veux pas non plus faire une caricature, mais dites-vous que si vous êtes un peu perdu et que vous vous demandez dans quelle direction il faut entendre, vous avez beaucoup plus de chances d'être dans la vérité en inversant ce qui vous est proposé. qu'en essayant de comprendre ce qui vous est proposé. L'homme humain augmenté, c'est pour l'instant, de mon point de vue, d'un point de vue humaniste bien sûr, on pourrait discuter ça, mais pour moi c'est un homme humain diminué, qui va perdre ce qu'il y a de plus précieux dans l'humain, qui reste à définir, mais qui, selon moi, effectivement, sont justement son humanité, sa puissance personnelle, sa capacité à rester maître de lui-même, de ses pensées, de sa conscience. Vous imaginez qu'un cerveau qui serait transmis dans une puce, ça n'a aucun intérêt. Enfin, quel est l'intérêt de ça ? De transformer de mettre tous vos souvenirs, vos pensées et tout ça sur une clé USB. Alors, tout ça, ce sont, à mon avis, des épouvantails qu'on nous agite, pour nous, à la fois nous faire peur et nous donner à rêver, les deux. Le en même temps, le fameux en même temps de notre président. Nous faire peur parce que beaucoup de gens sont inquiets, et à forte raison, ils ont bien raison d'être inquiets de ce que l'IA peut donner, mais d'autres gens rêvent un peu en disant c'est formidable, on va faire ceci, on va faire cela. Et ce qui n'est pas fait dans cette affaire, entre le rêve et la peur, c'est simplement de dire nous avons là un outil, mais cet outil doit rester sous la maîtrise de l'humain. C'est ça, à mon avis, la seule vérité entendable. C'est la seule chose dont on nous parle très peu. Je ne dis pas qu'on ne nous en parle pas du tout, il y a des gens qui essaient d'en parler. Sous la maîtrise de l'humain. Bien entendu, c'est un outil comme un autre. Mais d'un humain bienveillant alors. Mais d'un humain bienveillant. C'est là la question. Et c'est là que la question se pose. Pour l'instant, avons-nous affaire à des humains bienveillants ou pas ? En fait, finalement, aujourd'hui, le grand problème finalement de la société, c'est que les gens débattent en partant du principe que les politiciens font ce qu'ils bien peuvent. Et tout ça. Oui, voilà, ils disent des promesses et vont les tenir, alors que c'est tout l'inverse. Il n'y a aucune promesse qui est tenue, voire l'inverse. Oui, vous avez raison par ailleurs. Est-ce qu'il faut dire pour autant que nos dirigeants sont malveillants ? J'aurais plutôt tendance à dire que nos dirigeants sont corrompus. Ils sont, oui, il y a ils sont pris. Bienveillants. Alors, vous avez raison, c'est juste parce que non mais vous avez raison, je prends un autre. Non mais c'est juste pour dire que la question ne se pose même pas. J'adore le débat. La question ne se pose même pas, à mon avis. C'est comme la question de la compétence. Ça, j'essaye de tordre le cou à cette notion parce que j'entends plein de gens dire ils sont incompétents, ils sont incapables, etc. Oui. Non, ils sont pas du tout incompétents. La question de la compétence ne se pose pas, en tout cas pas comme nous, population, nous l'entendons. La compétence consisterait à prendre les problèmes qui se posent et à trouver des solutions. Ce n'est pas du tout leur problème. Leur question à eux, c'est trouver les problèmes qu'ils se posent ou inventer de nouveaux problèmes de manière à nous mener au type de société vers laquelle ils veulent aller. Pour ça, il faut lire Lucien Cerise, Gouverné par le chaos, entre autres choses. Naomi Klein aussi, bien sûr. L'ingénierie sociale. Voilà, exactement. Donc, une fois que vous avez compris ça, il ne sert à rien de râler. Je sais que le français est un râleur, en tout cas, c'est ce qu'on dit de lui. Mais ça ne nous sert à rien de râler contre la soi-disant incompétence de ces gouvernants. Ils ne sont pas incompétents. La compétence n'est absolument pas un critère pour eux. Alors, bien entendu, comme ce n'est pas, et je reviens un peu, on était en train de voir comment naît en fait une gouvernance perverse, c'est-à-dire comment le mal s'infiltre dans une société, ce qu'on appelle la ponérologie. Oui. On revient à ça, c'est-à-dire que ces personnes ne sont pas recrutées pour leurs compétences. Alors, bien entendu, un certain nombre d'entre elles vont être très incompétentes, parce qu'elles ne sont pas recrutées.
là-dessus. Elles sont recrutées soit pour leur soumission, soit effectivement parce qu'elles partagent, pas toutes, mais à un certain niveau, elles partagent les objectifs qui leur sont donnés, et pour d'autres, elles sont là pour les appliquer. On ne leur demande pas de régler les problèmes des Français. On ne leur demande pas de régler les problèmes de la population. Et nous avons des sujets comme ça, d'ailleurs, je dis à un moment donné dans le livre, ça me paraît être un point fort, les problèmes qui ne se règlent pas depuis 30 ou 40 ans, c'est simplement parce que ce sont des problèmes qui ne sont pas là pour être réglés. Ils sont là, au contraire, pour permettre à cette gouvernance mondiale de s'installer. Comment vous pouvez le dire au sens où on n'a pas de preuves là-dessus, juste pour... Eh bien parce que... Je me dois de vous poser la question. Mais vous avez raison, tout à fait. Eh bien simplement parce que sur un problème par exemple comme l'immigration, on peut y revenir si vous voulez, vous vous rendez compte que ces problèmes, au bout du compte, c'est ce qui démoralise beaucoup de Français. Les solutions ne sont pas très difficiles. Quand vous les regardez, mais un enfant, je ne dis pas de 5 ans, mais un enfant de 9-10 ans qui aime bien les jeux de stratégie, vous direz, faut faire comme ci, il faut faire comme ça. L'immigration, par exemple, il faut limiter peut-être le nombre de personnes qui rentrent dans le pays et il faut aussi mieux s'en occuper. Il faut leur assurer un avenir chez nous, leur apprendre le français, leur trouver un travail, etc. On ne fait ni l'un ni l'autre. Ni on limite les flux. On est dans un entre-deux. On est comme d'habitude dans un entre-deux. Mais quand vous regardez pourquoi ça ne marche pas depuis si longtemps alors que les solutions existent, vous devez passer, à mon avis, à l'étage au-dessus. Et je reprends la question, qui ça sert et à quoi ça sert? Et là, quand vous voyez ce qui s'est passé pour le Covid, que vous observez l'histoire de ces dernières années, de ces dernières décennies, et que vous lisez aussi, comme ça a été mon cas, par exemple, le Grand Reset de Schwab, et qu'est-ce que vous voyez? Que dans les projets de ce gouvernement global, il y a, ça c'est Pierre Hilard qui en parle de manière extrêmement documentée, leur désir, ce sont des organisations transnationales, supranationales, des blocs continentaux, c'est ce que Pierre Hilard appelle ça comme ça, l'Union européenne est un de ces blocs continentaux, à l'intérieur desquels il y aurait une population mélangée, avec une petite partie d'autochtones et de plus en plus de gens, mais représentant un peu la planète entière. Un total mélange, le multiculturalisme, si vous voulez, porté à son acmé, à son maximum. Pourquoi ça? À quoi ça sert, ça? Ça sert à n'avoir plus de réalité locale, à n'avoir plus de population, d'homogénéité entre les personnes, qui permet d'ailleurs d'accueillir, comme c'était l'ancien modèle, plein de personnes qui viennent de l'extérieur, mais qui simplement partagent, qui peuvent d'ailleurs garder en partie leur propre culture, mais qui vont quand même partager aussi des objectifs communs, une pensée commune, etc., avec les autochtones. Ils ne veulent plus de ça. Ils veulent des êtres humains déracinés, tous semblables, qui ne sont plus en état également de se mettre ensemble. En général, quand vous faites une révolution, une révolte ou même simplement une action, vous trouvez des gens qui vous ressemblent un peu, ne serait-ce que par le constat, la pensée, etc., les intérêts qu'ils ont dans leur vie, et ça c'est dangereux pour les pouvoirs. Donc ces gens-là, ils ont pensé très très loin les choses. Et je n'en connais encore, moi je suppose que 10 ou 15 ou 20%. Vous voyez, on ne connaît pas tout. Quelqu'un comme Pierre Hilard en sait certainement beaucoup plus, bien sûr. Mais au fur et à mesure que vous cherchez, vous voyez se distinguer des cohérences. Voilà, ce ne sont pas des preuves. Ce sont des cohérences. Pourquoi est-ce qu'on ne règle pas ce projet? C'est toujours les mêmes questions. Pourquoi on ne reste pas ce problème? À quoi sert-il? Quelqu'un en a-t-il parlé? Oui, Davos en a parlé. L'Union européenne actuellement prend des décisions et pose des actes qui vont dans ce sens. C'est pour ça que quand le gouvernement vient nous dire « Monsieur Retailleau, je n'ai rien contre lui, mais il fait juste partie, il est comme tous les autres », et qui vient nous dire « On va limiter l'immigration, etc. » Non, c'est impossible, car l'Union européenne nous demande un certain nombre, et je crois que c'est 1 million au niveau européen chaque année, d'accueil de personnes d'origine étrangère, pour la plupart subsahariennes, ce qui d'ailleurs est extrêmement mauvais aussi pour les pays subsahariens. C'est pas du tout prévoir l'avenir de ces populations-là que de les priver de leur jeunesse pour leur amener un avenir très très incertain chez nous. Donc tout ce qui est, voyez, de l'ordre là aussi des soi-disant bonnes consciences, des bonnes pensées, des bonnes volontés, c'est là aussi totalement manipulé. Ce n'est pas dans l'intérêt de ces gens de venir chez nous et ce n'est pas dans notre intérêt non plus d'en recevoir trop. Mais nous ne pouvons rien y faire. Parce que c'est l'Union européenne qui décide ça. Et donc, excusez-moi, mais les pantins que nous avons chez nous,
qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, de centre, de l'hypercentre ou de n'importe où, ils sont tous pris dans cette toile d'araignée et seuls ceux qui nous disent « nous ne pouvons rien faire parce que nous sommes dépendants de l'Europe et l'Europe ne veut pas », il n'y a que ces gens-là qui nous disent la vérité. C'est tout. Ça vous élimine déjà quand même, voyez, un grand nombre de personnes qui n'ont pas en tant que telles, mais parce que on ne peut pas attendre, hein, comme disait Einstein, on ne peut pas attendre la solution aux gens qui ont créé le problème. Et là, on ne sait même plus qui crée le problème, parce qu'effectivement, l'Union européenne va vous dire un ordre et la France l'autre ordre, et on est... Non, la France ne dira pas un autre ordre. La France fera semblant. Quelle est la marge de manœuvre des pays aujourd'hui ? C'est éventuellement d'adapter les ordres et la vision des choses de l'Union européenne, mais qui n'est pas seulement de l'Union européenne, de ce bloc continental de l'Union européenne, de l'adapter en fonction de l'état psychologique et social de sa population. Mais sur le Mercosur, par exemple, la France a dit « Ok, on vous a écouté, on va lutter contre le Mercosur. Oui. » Et von der Leyen dit « Ça passe coûte que coûte. » Ça va passer coûte que coûte. Mais vous voulez mon avis là-dessus ? Ah bah, grand plaisir. Quand ils ont dit aux agriculteurs qu'ils allaient s'opposer au Mercosur, c'est de la poudre de riz, c'est de la com. Ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas s'opposer et qu'ils n'avaient même jamais l'intention, je pense, de s'opposer à quoi que ce soit. C'était déjà acquis depuis très longtemps. Et bien entendu, on apprend récemment que le Mercosur est signé. Il n'a jamais été question d'autre chose. Donc, c'est encore totalement de l'ingénierie sociale ou de la manipulation. On fait croire aux gens qu'on a un rôle et qu'on va prendre un rôle, etc. Et c'est faux. Et ils le savent. Aujourd'hui, psychologiquement d'ailleurs, sur la communication politique, moi c'est ce qui me rend le plus... Je pense que c'est le sujet dont on ne parle pas, c'est moi ce qui me rend le plus dingue, c'est que le Monde a aujourd'hui 10 millions d'abonnés sur Twitter, je crois. Mm-hmm. Le Monde est le plus grand relayeur de communication politique. C'est-à-dire Bruno Le Maire va dire « J'ai sauvé l'économie française », alors qu'il a endetté de 1000 milliards la France. Et derrière, tous ces journaux-là mainstream, j'ai pas envie de parler beaucoup d'eux, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain, et vous vous intéressez à la politique et à la psychologie, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un citoyen moyen qui en fait va lire ça et puis se dit « Ok, il nous rapporte la communication politique et puis c'est très bien ». Il n'y a pas de contre... Le travail de journaliste, ça devrait être « Ok, le ministre dit ça, mais en vrai, voilà son bilan, son bilan. » Qu'est-ce qui se passe dans la tête des citoyens qui aujourd'hui lisent les médias mainstream ? Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des citoyens. Vous en recevez pas en cabinet on ne parle pas toujours de ça, voire pas très souvent. mais même si ça peut arriver, bien sûr. Je ne sais pas ce que les citoyens pensent. Je pense qu'ils sont pris dans une sorte de matrice. Qu'ils ne remettent pas en question parce que la remise en question est tellement énorme. Pourquoi est-ce qu'on a remis en question nous pendant les années Covid ? Parce que on a vu des choses tellement énormes qu'on s'est dit mais là avant le Covid, moi. Vous y étiez, pardon. je parle de moi parce que moi avant le Covid je n'avais rien vu. Pourtant je me suis toujours intéressé. La crise de 2008, non, ça vous avait pas. Si, ça, d'accord. Non mais je voyais bien. Moi c'est là où j'ai vu la première fois la malveillance. Oui. Mais je l'ai compris après, parce que la crise de 2008, moi j'ai 15 ans, mais quand je la vois après à 20 ans, je comprends, il y a eu un documentaire qui est sorti à ce moment-là. C'est là bien sûr. Mais si vous voulez, c'est là que je comprends d'autant mieux les gens qui ne voient toujours rien, que j'ai fait partie d'eux en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez une certaine souplesse mentale qui consiste à dire que, bien entendu, on sait que les hommes politiques ne sont pas tous honnêtes, on sait qu'ils nous mentent, on ne devrait pas accepter ça. Mais ça fait des années qu'on l'accepte. Je pense que le dernier président qui n'a pas menti, c'était probablement De Gaulle. Pompidou ne mentait pas. Il est même parti. Voilà, il est même parti parce qu'il assumait qu'il ne voulait pas mentir et qu'il ne trahissait pas sa parole. Depuis, voilà, ça n'a cessé de se dégrader. Et là maintenant, on est effectivement, on est à l'inverse. La pyramide s'est inversée. Tout est mensonge. Mais il y a une espèce de plasticité mentale qui se diffuse aussi dans la population depuis que De Gaulle est parti, qui fait qu'on accepte de plus en plus de savoir, de penser qu'il y a un peu de magouille, de mensonges et de choses de ce genre dans la politique. Mais ce que les gens ont du mal à lâcher, c'est le fait qu'il n'y ait plus aucun sens du bien commun. Vous voyez, il y a un moment où les personnes lâchent. Oui, d'accord, ils nous mentent, ils se servent au passage, ils ont certainement un petit peu de compromission, un peu de concussion, un peu de ceci, un peu. Mais quand même, en tout cas, ils voudraient pas le mal des populations. Et là, ça, ils ont du mal à lâcher. Voilà, cette malveillance. Je pense d'où l'importance de votre terme de malveillance, c'est vrai. Là, il y a un moment donné, un petit. Dans le livre.
Oui, dont je parle aussi dans le livre, bien sûr. Il y a un petit cliquet, là, vous voyez, que la plupart des personnes ont du mal à dépasser. Pourquoi ? Parce que justement, une fois qu'on a compris ça, ça nous met dans un grand malaise. C'est-à-dire que ça veut dire qu'à un moment donné, c'est intenable, c'est insoutenable. Nous sommes en danger, nos enfants sont en danger. On ne peut pas rester dans un système pareil. On ne peut pas prétendre s'en désintéresser. À mon avis, quelqu'un frappe à ma porte et me dit maintenant, à partir de maintenant, vous avez des zones qui s'appellent des ZFE, et comme vous avez une vieille voiture, des zones à faible émission, tout à fait, merci de le préciser. Et comme vous avez une vieille voiture, eh bien vous avez beau être un papa, comme le dit Alexandre Jardin, qui a besoin de raccompagner, papa divorcé, qui doit raccompagner ses enfants dans le centre-ville à la fin du week-end, eh bien écoutez, vous irez à pied parce que vous n'avez pas le droit de vous servir de votre voiture dans ces zones-là. Donc les DPE également. Donc un jour, quelqu'un va frapper à votre porte et va vous dire le petit appartement que vous avez aménagé avec amour, qui ne vous a pas coûté très cher parce que vous n'aviez pas beaucoup de sous, mais que vous aviez prévu soit de louer pour votre retraite en complément de revenus, soit d'habiter ou de transmettre à votre fils ou à votre fille, etc. Eh bien, il n'est plus sur le marché, il ne peut plus être loué. Ils avaient même pensé, souvenez-vous, à la possibilité qu'il ne puisse plus être habité par le propriétaire lui-même. Ils n'ont pas été jusque-là, mais c'est dans leurs tuyaux, puisqu'ils l'ont annoncé. Ils annoncent toujours ce qu'ils ont en tête. Et si vous vous souvenez, il y a quelques années, ils avaient été jusque-là. Peut-être que, effectivement, à terme, je ne sais même pas si c'est pas encore prévu, ces appartements, soi-disant passoires thermiques, ne pourraient même plus être utilisés par leurs propres propriétaires. Donc ce sont des gens que l'on exproprie. Mais souvenez-vous du slogan de Davos, vous ne posséderez plus rien, mais vous serez heureux. Si vous vous désintéressez de la gestion de votre cité, eh bien un jour, vous n'avez plus aucune liberté et vous êtes dépossédé de tout. On ruinera un peu plus les gens. On les aura poussés vers la voiture électrique, on leur dit excusez-nous, ça marche pas du tout. On leur dira pas excusez-nous, on leur dira non, ça n'est pas aussi bien que ce qu'on pensait. Retour à la voiture thermique. Ils sont tout à fait capables de faire ça. Comme ça ruinera un peu les gens qui auront investi comme ils pourraient dans une voiture électrique et qui devront retourner au thermique. Tout ça, ça fait toujours le jeu de la même chose, ça ne les dérange pas eux. Mais vous voyez comment pour un Français, un citoyen lambda, ce que je suis en train de dire est juste monstrueux. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter et de dire la dame, elle va un peu loin là, parce que c'est presque sadique. Mais si vous vous dites que le but, c'est de ruiner les populations, qu'elles aient de moins en moins d'autonomie, et aussi que leur morale ne soit pas bon, et bien une fois que vous avez compris ça, ça leur pose aucun problème de faire ces allers-retours. Voilà. Donc la question était comment par quel biais psychologique on peut toucher les gens pour leur faire comprendre. C'est pas que du psychologique. Je pense qu'il faut beaucoup informer. Ça, c'est votre rôle, ça tombe bien, c'est notre rôle à tous, quelque part, mais particulièrement le vôtre. Mais c'est vrai que c'est le rôle, à mon avis, de tout citoyen qui a compris, c'est informer sur des choses extrêmement concrètes. Ce sujet ne t'intéresse pas, mais est-ce que tu as bien compris ce qui va se passer si tu ne bouges pas ? Quand on va venir taper à ta porte et qu'on va te dire là c'est terminé, là on peut aussi le faire sur la monnaie numérique. On nous dit pour l'instant que jamais, j'écoutais Christine Lagarde l'autre jour qui nous a dit que jamais les espèces ne disparaîtraient. Voyons. On nous avait aussi dit qu'il n'y aurait jamais de passe sanitaire et encore moins obligatoire. Voyons. Ce serait une bonne formule, un bon mantra d'ailleurs pour notre société en ce moment. Simplement, voyons. Voyons. On entend un homme politique. Voyons. Ça pourrait être. Il pourrait y avoir un hashtag voyons sur Twitter ou autre. On pourrait lancer un truc comme ça. Très, très concrètement, il faut parler aux gens de ce qui va les concerner dans leur vie réelle, quotidienne, immédiate, concrète. Les DPE, ça concerne plein de gens. Alors, ils commencent évidemment par les personnes les plus fragiles. Mais ce que j'explique aussi dans le bouquin, c'est que s'il y a peut-être une certaine bourgeoisie un peu bobo actuellement qui pense être du bon côté du manche et qui se dit en gros, quand ce sera plus vivable en France, on ira vivre aux États-Unis, parce que c'est ça que c'est un certain nombre de ces gens ont en tête. Néanmoins, pour ce que dit l'économiste Gaël Giraud. Oui. Il dit qu'il faut faire ça ? Non, il dit que c'est ce qu'ils vont faire. Les gens, la caste sait très bien que ça va aller vers ça. Oui. Les banquiers d'affaires savent très bien que ça va là-dessus. C'est pas grave, ce sont des apatrides. Ils se nourrissent ici, puis ensuite ils iront ailleurs. Voilà. À la fin. Donc, en fait, on est sur des personnes qui, selon lui, préparent déjà un après pour eux, mais où la population, elle, va être bloquée ici. Je pense qu'il a totalement raison. Mais c'est déjà le riche qui va en Suisse ou en Belgique, pour le riche français. Bien sûr.
Je pense qu'il a totalement raison et que du coup, bien entendu, la masse de personnes, d'ailleurs on voit bien qui est-ce qui a réagi, les gilets jaunes, qui est-ce qui a fait les gilets jaunes, ça ce sont pas les bourgeois. Et pourtant il paraît que 80% des Français soutenaient les gilets jaunes, mais ils ne sont pas allés sur les ronds-points et ils ne sont pas allés les soutenir concrètement. Donc effectivement, les gens qui peuvent, je dirais, nous reconstruire une France, ce sont les gens qui ne pourront pas partir. Ce que Charles Gave appelle, il appelle ça les gens des bateaux et les gens, je ne sais plus, des arbres, je crois, ou quelque chose comme ça. Ceux qui ne partiront pas. Et notre pays, voilà, s'il doit y avoir une France encore dans 10, 15 ou 20 ans, elle sera faite avec des gens qui ne seront pas partis et qui doivent reprendre leur souveraineté. Il y a un travail pour décourager les gens, pour leur casser le moral, pour les déprimer. Pour les dévaloriser. Pour les dévaloriser, pour les humilier. Souvenez-vous que le pervers jouit de la destruction de l'autre. Donc il y a un travail pour une autodestruction des personnes, ce qui d'ailleurs est, de mon point de vue, totalement l'esprit de cette loi d'aide à mourir. C'est qu'à un moment donné, le focus que l'on met sur les personnes âgées, quand on sait que c'est déjà elles qui se suicident le plus aujourd'hui, ce sont les hommes de plus de 85 ans dont le taux de suicide est en forte augmentation aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire à ces personnes âgées ? Vous ne comptez plus pour nous, la société n'a pas d'intérêt à vous défendre, donc c'est quand vous voulez. C'est open bar, vous partez quand vous voulez. Et à côté de ça, pour vous montrer la toile d'araignée, à côté de ça, le soin en diminution. On sait bien que ce sont dans les dernières années de la vie que le besoin de soins est le plus important, qu'il est effectivement très coûteux. Je crois que la dernière année de la vie représente à peu près 26 000 euros en moyenne de dépenses pour la sécurité sociale, pour la dernière année de vie d'une personne en fin de vie. Et on en parle peu de ça. Oh, les chiffres, on commence à chiffrer les choses et c'est là qu'on voit que, bien entendu, ces choses ont été chiffrées. Les mutuelles les ont chiffrées. Des chiffres sont sortis d'1,4 milliard d'économies probables avec la mise en place de cette loi. Parce qu'effectivement, comme le soin diminue et que la possibilité d'être euthanasié augmente, voyez le système, comment il va être tout simple. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? J'écoutais l'autre jour Philippe Juvin qui a beaucoup bataillé dans l'hémicycle à propos de cette loi, contre les conditions actuelles de cette loi, et qui donnait un exemple tout simple d'une personne, il y en a plein comme ça, des personnes âgées dans notre pays, qui donc a besoin d'une infirmière qui passe une fois par jour. L'infirmière passe à 5 heures du soir. La personne n'est plus autonome, donc l'infirmière lui fait sa toilette, lui donne à manger et la couche à 5 heures du soir. Voilà. Alors, la personne, elle dit, moi, c'est pas ma vie, en fait. Moi, j'ai peut-être besoin de me relever, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin d'écouter la radio ou la télé un peu plus tard. Bon, là, je suis couché à 5 heures du soir. Ça n'est pas vraiment respectueux de la personne. C'est pas humain. C'est pas humain. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut passer une fois par jour. Donc, si vous aviez quelqu'un qui peut passer 3 fois par jour et qui repasse à 11 heures du soir pour coucher la dame, elle garde une qualité de vie, elle garde un certain plaisir à vivre. Pourquoi voulez-vous qu'elle demande ? Si vous dites aux gens qui sont précieux, ça aussi tous les soignants en témoignent. Des personnes qui arrivent en soins palliatifs, ils ont à peu près, je crois, déjà ils ont assez peu, mais je crois que c'est 1 à 3% de demandes à mourir. Au bout de à peine une dizaine de jours, ça tombe à 0,3%. C'est-à-dire, les gens demandent à mourir parce qu'ils ne sont pas accompagnés dans leur détresse. Dès que vous... Enfin, c'est ce que les soignants nous disent. Et évidemment, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Ça me paraît juste être du bon sens. Parce qu'on leur dit qu'ils ne servent plus à rien. Si on leur dit qu'ils ne servent plus à rien et qu'ils ont... Les soins diminuent, les soins vont coûter de plus en plus cher, les gens vont avoir de moins en moins d'argent vu ce travail de destruction qui est en cours. Donc, ces gens vont effectivement se vivre comme un poids pour leur descendance. Surtout les plus pauvres. Comme le dit très justement Juvin, cette loi est faite par des gens qui ont des moyens, qui sont entourés, puisque a priori pour l'instant ils sont députés ou sénateurs ou autres, ou dans les cabinets ministériels, mais elle va être appliquée à des gens qui n'ont pas de moyens, dont les héritiers ou les successeurs ou la famille a très peu de moyens, et ils vont effectivement être une charge. Et la société leur dira, nous on ne sait pas faire. C'est intéressant parce que vous avez parlé de tous ces aspects où le politique est attaqué aujourd'hui, pas l'homme politique, la vie politique est attaquée aujourd'hui pour la population. Et en fait, on se rend compte que justement, il n'y a plus rien qui est adapté à l'être humain aujourd'hui. Évidemment, vu tout ce qu'on vient de dire à l'instant, absolument pas favorisé ni par l'école, par rien de ce qui est institutionnel. L'institutionnel, il veut des gens programmables et programmés au maximum.
Donc si, comme moi, vous voulez un peu de liberté, avoir le droit de faire vos propres erreurs et de rechercher vos propres objectifs, il faut savoir que vous avez les institutions et la société contre vous, en tout cas les gouvernants contre vous. Donc il faut retrouver cette liberté, mais ça c'est beaucoup dû à l'éducation, mais là aussi l'éducation, on ne peut plus compter que sur l'école. Hein. Donc il faut que les parents, Marie-Estelle Dupont, son dernier bouquin est très bien là-dessus, hein, comment être parent en temps de crise, c'est-à-dire comment les parents doivent prendre le relais, apprendre aux enfants à réfléchir, leur faire connaître d'autres choses dans l'histoire que ce qui est enseigné à l'école, leur apprendre la liberté, leur apprendre la responsabilité, le libre arbitre, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend de différentes manières et aussi par l'exemple. Mais c'est plus la société qui l'apprend. Donc il y a un travail évidemment à faire. Là, c'est le travail un peu, pas seulement des psys, mais de chacun, pour retrouver la souveraineté personnelle. Et là, du coup, alors j'adore moi cette différence que vous faites entre ingénierie sociale et action sociale, puisque l'action sociale, du coup, ça voudrait dire proposer et laisser la liberté aux gens de venir, de faire, de s'approprier la chose, d'en faire ce qu'ils veulent, et là de se découvrir. Si vous créez des cafés associatifs pour que les gens se parlent... Il y a d'autres exemples, mais là on parlait de ça. Oui, bien sûr, là on parlait de ça, mais toutes les initiatives qui permettent aux gens de se retrouver au-delà des différences, au-delà même des strates sociales, des agriculteurs, avec des ouvriers, avec des ingénieurs, etc. Et sur des sujets, de se retrouver de manière conviviale éventuellement et de pouvoir discuter, échanger, créer des choses en commun, ça c'est extrêmement important. C'est créer du lien dans la société. Hein. Nous sommes des êtres de lien. Et ça n'est pas manipulatoire. Enfin, en tout cas, tout dépend de l'intention. Mais au départ, s'il n'y a pas l'objectif de leur faire passer tel ou tel message, eh bien, ça n'est pas manipulatoire, ça n'est pas de l'ingénierie sociale. C'est juste développer, aider à créer du lien. Et c'est extrêmement précieux. Et c'est fascinant cette discussion parce que est-ce que des êtres humains qui ont été autant formatés, autant manipulés depuis leur enfance, qu'est-ce qui se passerait si demain on leur disait du jour au lendemain, on vous met une société libre, vous êtes vraiment en rapport avec votre liberté, vous n'êtes plus obligé de penser comme on vous est obligé à penser dans le passé. Vous pouvez juste recréer parce qu'aujourd'hui on va être obligé de retrouver au moins, si on en parlait tout à l'heure hors micro, la société actuelle ne respecte pas les rythmes profonds de l'être humain. On doit se lever à telle heure, travailler de telle heure à telle heure, faire tel truc comme ça, toujours lundi au vendredi. Les gens deviennent fous tous. Oui. Comment est-ce que vous voyez, ça intéresse, on n'avait pas prévu d'en parler, mais comment est-ce que vous voyez demain si on avait quelqu'un qui vient, qui fait table rase, allez, hop là, plus de Macron, plus d'oligarchie, on remet une société, on va faire une société du mieux possible. Comment les gens réagiraient face à la liberté ? Alors, je pense que la liberté, comme beaucoup d'autres choses, ça s'enseigne. C'est un processus. Si on dit à un petit enfant de 3-4 ans, t'es totalement libre, malheureusement des parents font ça, tu manges que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu vas à l'école quand tu veux, ça va évidemment être un désastre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, on fait les choses pour lui et on lui explique pourquoi on les fait comme ça. Et plus on avance, et plus on lui donne la responsabilité de faire par lui-même. Donc, et on lui montre qu'on le fait nous-mêmes. Alors, il y a la valeur d'exemple qui peut être utile, bien sûr, en tout cas pour les parents, mais dans une démocratie qui pourrait exister un jour en France, puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui, la notion de liberté va se reconquérir, à mon avis, par celle de responsabilité. C'est-à-dire que, et ça risque déjà de faire drôle effectivement pour un certain nombre de gens, il s'agirait d'être responsable de ses actes, que ce soit peut-être par exemple avec des modalités de démocratie plus directes, par exemple, moins représentatives, mais plus concrètes, où les gens participent concrètement, plus locales aussi, parce que ça n'est qu'au niveau local qu'on peut vraiment changer les choses. Donc la liberté, si on doit la retrouver, ce que j'espère de tout mon cœur, va passer par la prise de responsabilité de plus en plus importante qu'on pourra donner aux citoyens, leur rendre leurs responsabilités. Ça va quand même passer par un processus pédagogique, parce qu'au départ, il y a des personnes certainement qui refuseront, qui trouveront plus confortable d'être représentés même par des gens malveillants que de devoir prendre la responsabilité d'eux. Mais il y aura toujours des gens qui préféreront la liberté. La liberté a un coût. Et la responsabilité. Et la responsabilité. Parce que même la responsabilité, ça s'apprend. Mais bien sûr. La liberté s'apprend par la responsabilité s'apprend aussi, bien entendu, vous avez tout à fait raison, ça s'apprend, on ne prend pas des responsabilités comme ça du jour au lendemain sans avoir été équipé pour ça. Donc la liberté, on dit aussi souvent qu'elle a un coût, bien entendu, elle suppose de savoir prendre des risques,
Elle suppose donc d'accepter le coût du risque. Le coût, et le goût également. On peut avoir le goût du risque, mais on peut avoir le coût du risque. Il y a un risque à vivre. C'est ce que beaucoup de nos... C'est aussi une chose aussi très perverse que pendant le Covid, ils ont essayé de nous faire croire. C'est-à-dire que ce qui était important, c'est qu'il n'y ait soi-disant pas de risque. Et qu'on fasse toutes ces choses extrêmement déplaisantes et lourdes à vivre pour éviter le risque de mourir. Mais la question qui se pose, c'est faut-il éviter à tout prix le risque de mourir ou faut-il essayer de vivre libre? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue en prison? Que ce soit une prison mentale ou une prison réelle. Voilà. Qui a besoin de vivre libre? Qui ne peut pas vivre? Il y a des choses que je cite dans le livre, effectivement, sur la souveraineté personnelle. Quand on voit toutes les choses dévoyées qu'on nous présente, comment est-ce qu'on retrouve notre axe? Comment est-ce qu'on ne se retrouve pas abruti et confusionné, puisque c'est le but, par toutes ces dérives perverses qu'ils nous mettent dans tous les domaines? C'est en relisant les anciens. Voyez? Si vous lisez Montaigne, si vous lisez, alors peut-être pour certains c'est plus difficile, les Grecs qui ont fait des choses magnifiques, mais simplement Montaigne est tout à fait accessible. Il faut relire les philosophes. On a même aujourd'hui des philosophes contemporains qui disent des choses très intéressantes. Vous lisez Alexis Haupt, ces deux bouquins sur le complosophisme, c'est pas très compliqué à lire, c'est relativement bref, et ça vous met les idées en place sur ce qui s'est passé pendant 5 ans. Donc il faut revenir à la philosophie, à la psychologie et aux valeurs anciennes telles qu'elles ont été transmises depuis des siècles, parce que cela n'était pas pervers. Cela nous parle des racines profondes, humanistes et concrètes de notre humanité. Il y avait 2 points que je voulais absolument aborder, qui sont tirés du livre. J'aurais dû en parler un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Vous avez cette phrase qui dit « Le narcissisme ou le narcissique ne prête pas à l'autre la même humanité ». Et ça, vous le relayez, vous le relié dans un paragraphe qui parle de comment est-ce que la perversion narcissique, le pervers est celui qui est dans l'absence d'émotion et de compassion pour la souffrance de l'autre, et qui suit le paragraphe où vous parliez, ou le chapitre où vous parliez de comment le pouvoir part du politique, se diffuse dans les institutions et les entreprises. On en parlait tout à l'heure. Finalement, est-ce que le pouvoir essaye de faire de nous aussi des narcissiques? On en a parlé avec le capitalisme. Le capitalisme, vous m'avez dit, je crois, on en a parlé hors micro, le système économique tel qu'il est là, on n'est pas là pour faire le monde économique, mais on est là pour analyser le monde économique aujourd'hui. On parle de cette cassure du rythme profond. C'est le terreau parfait pour poser les bases de jouer sur stimuler les biais de l'être humain, l'égoïsme, la volonté de se mettre en avant, d'être aimé, de faire de l'argent, plus d'argent que le voisin, etc. Voilà, le narcissique ne prête pas à l'autre la même humanité. Est-ce qu'on a perdu notre humanité? Oh, Dieu soit loué, non, je pense pas. Je pense pas qu'on ait perdu notre humanité, mais je pense que le système que nous avons en partie décrit aujourd'hui tente à nous la faire perdre. Le but, c'est ça. Et on résiste? Et une forme de résilience. Je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Moi, je suis très optimiste. Je suis un peu croyante aussi, donc je peux pas penser une chose pareille. Et la division je suis très jungienne sur le plan psychologique. C'est-à-dire que pour Jung, nous avons en nous ce qu'il appelle le soi, une profondeur humaine et un lien, une connexion avec l'intelligence universelle qui n'est pas totalement débranchable normalement, qu'on ne peut pas. Alors peut-être avec une puce, on arrivera, sinon à la débrancher, du moins à faire passer d'autres informations par-dessus. Mais dans notre humanité, il y a une créativité, une reliance à... Toute personne spirituelle, justement, c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes reliés à plus grand que nous et que nous sommes inspirés par plus grand que nous. Et donc, vous savez, c'est un peu comme... la nature qui se renouvelle sans arrêt. Si vous bétonnez une pelouse, ça, j'ai fait ça chez moi, donc je sais très bien de quoi je parle. J'espérais avoir un endroit où l'herbe ne repousse pas, et 5 ans plus tard, j'ai des petites pointes d'herbe qui sont en train de passer par des petites failles, mais à peine perceptibles. Et ça, c'est la puissance de la nature. Donc, je pense qu'il y a en tout homme, même déconstruit, comme dirait Sandrine Rousseau, on n'en a pas parlé ça de la masculinité déconstruite, mais ça fait aussi partie, bien sûr, de l'objectif pervers. Il y a cette nature que nous avons d'avoir besoin d'être libre, d'avoir besoin de créer, d'être relié à plus fort que nous. Ça ne se détruit pas comme ça. Alors, il faudra vraiment qu'ils nous mettent beaucoup de puces dans la tête. Et j'espère que quand on en sera à mettre des puces dans la tête des gens,
là encore, un certain nombre de gens réagiront. Je ne pense pas qu'ils y arriveront. Mais c'est vrai qu'ils essaient de créer, elle est en partie créée, mais par exemple, je vais citer un exemple concret. J'ai reçu en début de semaine un jeune homme qui craignait d'être devenu geek parce qu'effectivement, il passe 10-15 heures par jour sur les jeux vidéo. Voilà typiquement le genre de fonctionnement qu'ils essaient de faire vivre aux jeunes, hein, cet enfermement dans un monde virtuel, etc. Ouais. Et donc je le recevais en me disant, bah voilà, je vais peut-être avoir à traiter vraiment quelque chose de l'ordre de l'addiction et tout ça. Et j'ai été hyper heureuse de constater que certes, il passe 10-15 heures par jour. Bon, il va y avoir un petit problème qu'on va essayer de régler là, bien sûr. Par jour ? Par jour. Il passe pratiquement toutes ses journées. Oui. Il passe pratiquement toutes ses journées dessus. Mais quand je l'ai entendu parler, dans la rencontre déjà, avec quelqu'un qui connaissait pas du tout, on a parlé d'un tas de choses. Il était d'une vivacité, d'une vie, Je me suis dit, mais en fait, ok, il y a ça qui va certainement falloir qu'on s'en occupe un peu. Il y a un mode de vie à revoir. Il y a un mode de vie à revoir, mais il y a une vie, il y a une vitalité, il y a un goût des autres, il a voyagé, il a fait des choses. J'ai dit, tout va bien, on va y arriver. Voyez ? Et effectivement, au départ, on pouvait voir que le béton, et il y avait déjà toutes les petites pousses qui étaient là. Hein. Donc, je suis assez optimiste pour ça. Bien sûr, ils veulent créer. Alors, la contagion perverse, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre et repérer. Et comme je le dis dans le livre, quand on est dans une situation de perversion, en général, il faut fuir. Il faut l'éviter, hein. C'est inutile de lutter. Mais il faut l'éviter, il faut rejoindre d'autres gens qui ne sont pas pervers et continuer à travailler pour les objectifs qui sont les nôtres. Et comme ça, on y arrivera. C'est passionnant. Et souvent, les jeux vidéo, là je parle d'exemples personnels, mais en fait, quand tu ne trouves pas à l'extérieur ce que tu veux, ça peut t'apporter une simulation virtuelle de liens humains. Ah oui. Donc en fait, ça part pas d'une volonté de je vais m'isoler dans ma grotte et jouer. Ça part de je vais essayer de trouver quelque chose qui me fasse rêver dans une société où c'est pas si simple de trouver ce lien humain-là même dans les associations, tout ce qu'il y a de plus subventionné dans lesquelles j'ai pu aller. Tu as parfois un côté complètement mortifère qui est plus de l'ordre de l'aventure, qui essaie toujours de réparer quelque chose et qui... Encore une fois, moi j'ai mis 10-15 ans pour comprendre à quel point les subventions de l'État sur les associations permettaient aussi de diriger les associations dans un certain sens. Mais oui, bien entendu, tout à fait. Autrement dit, voilà, nous finissons sur une note plutôt positive, mais il y avait encore une question. Oui, non. Je savais pas si vous vouliez rajouter, parce que c'est passionnant à chaque fois. Moi, j'adore parler de psychologie. La dernière chose, on en a parlé tout à l'heure, j'avais pris du livre que vous nous aviez envoyé, Gouvernance perverse, hein, on incite les gens à aller le voir, c'est aux éditions Marco Pieter d'ailleurs. J'avais pas dit, heureusement qu'il y a des éditeurs libres, il y a quand même pas mal d'éditeurs libres aujourd'hui et ça permet d'avoir toute cette production littéraire qui a... Voilà, on en reçoit d'autres aussi en général. Vous dites en psychopathologie, ça je l'ai découvert moi chez vous, on sait que depuis les débuts de la psychiatrie, que la double contrainte mène à la schizophrénie. La schizophrénie, en termes médicaux, c'est quand on a un dédoublement de personnalité ? Oui, en quelque sorte. Très rapidement. C'est compréhensible et une illustration triviale pourrait en être cette mère disant à son fils, je cite, « Sors mon fils, c'est de ton âge, mais tu brises le cœur de ta pauvre mère. » Cet exemple a des airs de « en même temps ». On revient à Macron. Oui, bien sûr. Ça a des airs de « en même temps », ne trouvez-vous pas ? Mais en matière de langage, comme de psychologie, les deux se tenant étroitement, la double contradiction est impossible. Une porte ne saurait être à la fois ouverte et fermée. Il s'agit donc d'un piège, d'une mauvaise blague, et si vous tentez de la résoudre, vous finirez par devenir fou. La seule solution devant le « en même temps », c'est le refus, ne pas rentrer dans le jeu. C'est vous expliquer après ce paragraphe comment la double contradiction nous fait presque on tend encore à devenir des schizophrènes. C'est un peu la même chose. On ne devient pas schizophrène, mais ils nous font tendre. Non, Dieu soit loué, on ne va pas aussi rapidement là ça. Mais par contre, ça crée ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Hein. C'est aussi très résumé. Viens ici, fous le camp. Ah bon, j'entends viens ici, j'entends fous le camp. Je ne sais pas ce que j'entends. J'entends deux choses contradictoires sur un même sujet, bien sûr. Hein. Cognitif, c'est tout ce qu'on connaît. La dissonance, c'est quand on est séparé. La dissonance, c'est quand ça va pas, c'est pas cohérent. Voilà. Donc je ne trouve pas, et notre esprit, notre cerveau est très bien fait pour ça, pour trouver là, à l'endroit
quelquefois où il va y avoir un lien entre deux choses qui peuvent paraître très différentes, mais quelquefois elles s'excluent totalement l'une l'autre, et à partir du moment où j'entends deux choses qui s'excluent l'une et l'autre, au début je vais chercher à savoir s'il y en a une qui est plus vraie que l'autre, ça c'est sûr, et quand je n'y arrive pas, et qu'on me fait ça très souvent, je vais me retrouver en situation de dissonance, c'est-à-dire que je quitte le contact, je cesse de penser à la chose, je pars, je me coupe, voyez ? Donc ça crée de la confusion, et ça crée je renonce à penser. C'est évidemment très favorable à la soumission, à l'obéissance. Je comprends rien. On a vu ça pendant le Covid, on me donne des ordres stupides et contradictoires, mais on me dit que c'est pas contradictoire, alors au début je réfléchis, ah bon, alors pourquoi c'est pas contradictoire? Puis finalement, évidemment, je trouve pas parce qu'il n'y a rien à trouver, et donc à ce moment-là, avec la fatigue, à un moment donné, je cesse de réfléchir. Et là, comme beaucoup de gens ont fait, j'obéis à ce qu'on me demande, et puis voilà, enfin c'est une possibilité, tout le monde ne l'a pas fait, mais bien sûr, ça favorise l'obéissance, ça favorise la confusion. La confusion favorise l'obéissance. Donc il faudrait repérer le fameux en même temps. En même temps, c'est pas possible sur certaines choses. Il y a des choses qui sont possibles. Je peux aimer en même temps le café et le thé. Mais par exemple, je boirais difficilement un café et un thé en même temps. Et surtout, une porte ne peut pas être ouverte ou fermée en même temps. Je reviens un instant sur cette loi de fin de vie, cette ouverture à la possibilité de transgresser l'interdit de tuer, ce qui reste quand même un des fondamentaux universels de la civilisation, des civilisations humaines évoluées. Une fois que j'ai transgressé, j'ai ouvert la porte sur cette transgression, c'est comme si elle était grande ouverte. D'ailleurs, ces gens nous disent qu'ils ont l'intention de l'ouvrir plus. Donc, je suis dans un domaine où je n'ai pas d'autre choix. Et c'est ce que le relativisme combat. Mais il a tort en disant à un moment donné, la porte, elle est fermée ou elle est ouverte. Et si je l'ouvre, c'est fini. C'est le rôle du tabou et de l'interdit. Aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan, on pourrait dire, plus global. Passionnant.